Il est vrai qu'avec Emmanuel Macron, la France n'a pas eu de masque, mais elle a des bâillons. Jamais, en si peu de temps, nos libertés ont été autant attaquées. Jamais. Mais c'est simple, on ne se laissera pas faire, on ne nous fera pas taire. Ils veulent nous bâillonner, alors nous allons gueuler la vérité encore plus fort. Pas question de baisser les bras ou de se morfondre dans des à quoi bon. Emmanuel Macron et les oligarchies doivent comprendre que nous ne laisserons jamais s'installer une société verrouillée et tyrannique à la chinoise. TV Liberté explose le nombre de ses vues sur l'ensemble des plateformes. Ils ne réussiront pas à nous faire taire si nous avons les moyens de la riposte. Comme pour beaucoup d'entreprises, la mauvaise gestion gouvernementale de la crise sanitaire l'a fait suivre d'une crise économique importante. En 3 mois, notre manque de ressources se chiffre à très exactement 48 000 €. Je vous demande de toute urgence la date fatidique, je ne vous cache rien, et le 10 juillet. Je vous demande de nous aider. Il faut permettre à TV Liberté de passer l'été en payant normalement ses salariés et ses charges. Et surtout, d'être offensif à la rentrée vis-à-vis d'un public qui s'est considérablement élargi. C'est une nécessité vitale pour notre chaîne et, permettez-moi de le penser, pour notre pays. 48 000 €, soit 480 personnes versant 100 €, donnant droit d'ailleurs à une réduction d'impôt de 66 %. Nous devons réussir et ils doivent échouer, alors aidez-nous à gueuler la vérité maintenant. Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Au sommaire ce soir, les démocrates américains sautent sur l'occasion pour affaiblir Donald Trump. 2 semaines après la mort de George Floyd, un Afro-Américain tué par un policier blanc à Minneapolis, les manifestations se poursuivent. À quelques mois de l'élection présidentielle, les événements sont récupérés par les démocrates pour déstabiliser leur opposant. Et les États-Unis font des émules jusqu'en France. Les médias d'extrême gauche agitent les accusations de racisme dans la police au point de pousser l'exécutif dans une situation délicate. Et puis également dans l'actualité, l'évolution du Covid-19 dans le monde. Alors que la situation en France paraît stabilisée, la pandémie semble avoir un nouveau foyer de prolifération, l'Amérique latine. Et pour commencer, retour sur la situation aux États-Unis. Alors que les émeutes s'enchaînent depuis la mort de George Floyd, les démocrates voient une occasion de récupérer la révolte pour affaiblir Donald Trump à quelques mois de l'élection présidentielle. La mort de George Floyd va-t-elle tuer le 2e mandat de Donald Trump ? C'est en tout cas l'espoir nourri par les démocrates qui ne lésinent pas sur l'opération récupération. Alors que le pays est secoué depuis plus de 2 semaines par des manifestations souvent violentes après le décès d'un Afro-Américain tué par un policier blanc, Derek Chauvin, pendant son interpellation, les dirigeants politiques démocrates mettent le paquet. Ainsi, le maire de Minneapolis, Jacob Frey, n'a pas hésité à se mettre en scène, sanglotant, un genou à terre, devant le cercueil de George Floyd. Le candidat démocrate à la présidentielle, Joe Biden, a pour sa part rencontré la famille du défunt ce lundi. Il a également recueilli le soutien de Colin Powell, le secrétaire d'État américain entre 2001 et 2005, celui-là même qui avait agité une fiole supposée contenir la preuve de l'utilisation des armes chimiques en Irak par Saddam Hussein. Une scène mensongère qui avait donné en 2003 le coup d'envoi au bourbier irakien que l'on connaît. En réalité, les démocrates se mettent à la page Black Lives Matter pour réactualiser leur opposition au président républicain en place, le tout avec un appui de la majorité des médias. C'est ce que nous explique le journaliste spécialiste des États-Unis, Gérald Olivier. Dans un premier temps, on a eu une mort qui était injustifiée, une brutalité policière avec des manifestations qui ont été acceptées. Quand ces manifestations ont dégénéré et sont devenues de véritables émeutes, à ce moment-là, on a oublié George Floyd et on a mis ça sur le dos de Donald Trump.
Donald Trump serait donc coupable des violences. Face à cela, les démocrates plaident donc pour un désarmement des forces de l'ordre, alors même que les États-Unis sont l'un des pays où les armes circulent le plus librement chez les civils. Le maire larmoyant de Minneapolis, la ville où a eu lieu le décès de George Floyd, apparaît d'ailleurs en figure de proue de cet élan puisque son conseil municipal a annoncé le démantèlement de la police dans la ville. Une stratégie risquée. En effet, rien n'indique que les Américains soient favorables à ce genre de mesures, à plus forte raison dans cette période compliquée par les situations sanitaires et économiques. Une majorité d'Américains, lorsqu'ils se présenteront devant les urnes, devant la perspective d'avoir une police plutôt forte ou une police plutôt faible, ils voteront pour une police forte. Donc les mesures qui sont prises aujourd'hui ne vont pas forcément dans le sens de favoriser l'élection de M. Biden. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que le pays est en train de se remettre au travail, que l'économie redémarre, que le mois de mai a vu la création de 2 500 000 nouveaux emplois. Alors évidemment, la plupart avaient été perdus à cause du coronavirus quelques mois plus tôt, mais ça montre quand même un dynamisme très important. Et si ce dynamisme se poursuit et que l'économie reprend sur le rythme auquel elle était avant le coronavirus, cela profitera plutôt à Donald Trump et favorisera sa réélection. Donc aujourd'hui, il n'est pas forcément dans une situation beaucoup plus difficile qu'avant. Ça reste une élection qui, à mon avis, sera très serrée. Une élection serrée qui pousse donc les démocrates à faire feu de tout bois. Mais cette attitude devant les révoltes de Black Lives Matter semble avant tout opportuniste en réalité. Malgré leur discours très progressiste, les démocrates sont loin d'avoir fait leurs preuves en matière de lutte contre les discriminations sociales. On sait très bien que ce n'est pas le racisme qui est responsable de la situation des Noirs aujourd'hui. Et on sait par ailleurs que ce ne sont pas les politiques conservatrices non plus qui sont responsables de la situation des Noirs aujourd'hui. Si on voulait analyser la situation à l'intérieur des ghettos, des agglomérations ou des quartiers à forte dominance noire ou hispanique, mais principalement noire, on s'apercevrait qu'en fait, ces quartiers sont gérés depuis 40 ans par des démocrates. Les maires sont démocrates, le maire de Minneapolis est démocrate. Très souvent, ces maires sont même des Noirs. Mais les politiques publiques produisent les effets inverses de ce qui est espéré. Parce qu'en fait, lorsqu'on injecte de l'argent dans une communauté, eh bien, on perpétue la pauvreté au lieu de la résoudre. Et si on regarde la politique de Donald Trump pendant les 3 premières années de son mandat, mais la communauté noire n'a jamais autant bénéficié de politiques publiques que pendant ces années-là. On oublie aujourd'hui que le chômage au sein de la communauté noire était tombé à un plancher historique en janvier 2020. On était à 5%, ce qui est moitié, voire 3 fois moins que le chômage habituel au sein de cette communauté. Donc les politiques publiques de Donald Trump étaient en train de produire des effets et des effets très positifs. C'est peut-être pour ça qu'on veut le faire tomber. En misant sur l'instrumentalisation et leur politique clientéliste, les démocrates pourraient finir par être pris à leur propre piège. La police face à l'agitation de l'extrême gauche alors que la mort de George Floyd a ravivé le collectif Justice pour Adama en France. Les médias de masse s'en donnent à cœur joie et les manifestations pour dénoncer le prétendu racisme dans la police se multiplient. Thibaut Bastide. Face à la colère, le gouvernement oscille entre silence et complicité. Depuis maintenant 2 semaines et la mort de George Floyd, la vague de contestation contre les prétendues violences racistes n'a pas mis longtemps à traverser l'Atlantique. En effet, la manifestation en mémoire d'Adama Traoré devant le tribunal de grande instance de Paris mardi dernier a été l'occasion idéale pour relancer le mouvement en France. Samedi, plusieurs rassemblements ont été organisés un peu partout sur le territoire, et ce malgré les restrictions sanitaires et les interdictions de manifester. Selon le ministère de l'Intérieur, ces appels ont mobilisé 23 000 personnes, 17 800 en province et 5 500 à Paris. Il a fallu compter sur les propos clamés par la Ligue de défense africaine noire à l'origine des manifestations. La France, je dis bien, la France, c'est-à-dire l'État français, est un État totalitaire, terroriste, esclavagiste, colonialiste.
Des propos violents tenus par son fondateur et principal dirigeant, Egunci Behanzine, qui se fait appeler Gucci. La marque appréciera. Un individu bien connu des services de police puisqu'il a été condamné à 6 mois de prison pour intimidation envers Patrick Balkany et surtout 7 ans de prison pour viol sur une personne vulnérable. Si la Ligue de défense africaine noire se montre particulièrement virulente, les médias d'extrême gauche ne sont pas en reste pour souffler sur les braises. Pas un jour ne se passe sans qu'une nouvelle affaire ne vienne un peu plus fragiliser les forces de l'ordre. En effet, quelques heures avant ces rassemblements, des messages racistes ont été relevés dans un groupe Facebook regroupant des milliers de policiers et quelques gendarmes. Une révélation faite par Street Press, un média d'extrême gauche financé en partie par l'Open Society de George Soros. Selon Alexandre Langlois, secrétaire général du syndicat policier Vigie, cette convergence a uniquement pour but de faire pression sur les forces de l'ordre. Alors, il y a une pression, oui, mais ça c'est malheureusement habituel, c'est qu'il y a des gens qui n'aiment pas la police, qui feront tout pour trouver la petite bête pour mettre de l'huile sur le feu. Sur le groupe par exemple qui a été donné par Street Press, ça n'a pas été relevé par beaucoup de monde malheureusement, c'est qu'effectivement il y a des propos racistes intolérables qui ont été tenus sur ce groupe. Moi pour connaître l'administratrice de ce groupe, elle n'est pas du tout dans cette mentalité. Sur 8000 personnes sur ce groupe, ça fait quelques dizaines de fonctionnaires. Donc une fois de plus, c'est une minorité qui pose problème et on en fait des amalgames généralistes qui finalement attisent la haine. Essayons de régler les problèmes sur les cas particuliers plutôt que de faire des généralités qui sont préjudiciables pour tout le monde. Une pression sur la police mais également sur le gouvernement qui pour le moment semble acculé. Si le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a saisi la justice et une enquête a été ouverte par le parquet de Paris, le Premier ministre et le chef de l'État tardent à prendre position. Et pour cause, le locataire de la place Beauvau suffit déjà à envoyer de mauvais signaux envers les forces de l'ordre alors même qu'elles ont été garantes du pouvoir pendant les manifestations des Gilets jaunes. Ainsi Emmanuel Macron préfère la retenue. Depuis le début de la vague de contestation, il ne s'est pas exprimé. Il aurait toutefois sommé son gouvernement de se saisir du sujet dans les meilleurs délais lors d'une entrevue dimanche. Édouard Philippe aura donc la chance de rempiler avec le costume de monsieur SAV. Angela Merkel, de son côté, a rapidement dénoncé le meurtre raciste de George Floyd. Pour le moment, les membres de l'exécutif marchent sur des œufs, une stratégie qui pourrait s'avérer extrêmement périlleuse pour le pouvoir en place. D'un côté, les manifestants qui poursuivent en toute liberté leur rassemblement malgré les interdictions pourraient durcir leur mobilisation. De l'autre, les forces de l'ordre se sentent lâchées en pâture par leur ministre de tutelle. Donc nous avons une hiérarchie qui est en dessous de tout à l'heure actuelle et je ne pense pas que ce soit monsieur Castaner qui va nous protéger parce que pour protéger la police nationale, il faut prendre soin des policiers et donner l'exemple et je ne pense pas qu'un ministre qui va au auto et après donne des sanctions et des leçons de morale soit la meilleure personne qualifiée pour ce boulot. Ça peut être à l'étude de faire des manifestations, après il faut se mettre d'accord sur les mots d'ordre et répondre aux ordres, c'est ce qu'on fait toujours, c'est ce qu'on dit à des adhérents. Il y a des ordres qui sont parfaitement légaux, nous devons y répondre et des ordres illégaux, il ne faut pas en tenir compte. Et le problème à l'heure actuelle, c'est quand on répond pas à des ordres illégaux, nous sommes sanctionnés à l'heure actuelle. C'est ça le réel problème en interne. Et M. Castaner, pour aller plus loin, c'est qu'il, de toute façon, plutôt qu'il règle le problème, c'est qu'il démissionne, ce serait l'idéal, et qu'il aille répondre de ses actes devant la justice. Et à partir de là, on pourrait commencer à reconstruire quelque chose. Les beaux jours semblent synonymes d'éclaircie en France, mais le Covid-19 semble aujourd'hui avoir trouvé une nouvelle cible de prédilection, l'Amérique latine. Tour d'horizon de la situation épidémique dans le monde. Plus de 7 millions de personnes ont d'ores et déjà été contaminées par le Covid-19 dans le monde et le cap des 400 000 décès a été franchi ces derniers jours. La France a connu dimanche le plus petit nombre de décès depuis bien longtemps avec seules 13 personnes mortes du Covid-19. En Europe, Russie comprise, ce sont plus de 2 millions de personnes qui ont contracté le nouveau coronavirus pour près de 180 000 décès. Si l'on fait l'impasse sur les petits territoires tels que Saint-Marin et Andorre, la Belgique, dont on a étrangement peu parlé, paie le plus lourd tribut avec près de 10 000 morts sur une population relativement faible, 11 500 000 personnes. De quoi faire apparaître un taux de 828 décès par million d'habitants. Le pays aborde pourtant la 3e phase de son déconfinement avec notamment des réunions autorisées jusqu'à 10 personnes contre 4 jusqu'alors. La Grande-Bretagne et l'Espagne sont quant à elles un peu en dessous des 600 morts par million d'habitants, bien plus que la Suède, 460 décès pour 1 million, largement pointé du doigt par les médias pour ne pas avoir confiné sa population. Notons également que la Russie a pratiqué plus de 13 millions de tests, c'est le 2e pays à en avoir pratiqué autant juste derrière les États-Unis. Une stratégie cruciale qui lui a permis de limiter au maximum les conséquences de la pandémie, puisque l'on recense 13 décès par million d'habitants. Malgré des chiffres bruts impressionnants, les statistiques de la nation de l'oncle Sam restent à nuancer avec son importante population de plus de 330 millions d'habitants. Par ailleurs, même s'ils restent élevés, les nouveaux cas recensés chaque jour sont de plus en plus bas.
Les inquiétudes se portent aujourd'hui sur le sud du continent américain et notamment le Brésil. En effet, avec plus de 350 000 cas recensés à l'heure actuelle, la courbe reste exponentielle et semble même n'être que dans la première partie, avant d'atteindre le pic. Un cas de figure qui renforce les hypothèses de saisonnalité puisque cette partie du monde aborde son hiver austral. La concorde nationale ne semble pas vraiment au rendez-vous pour lutter efficacement contre le virus. En effet, le président Jair Bolsonaro, en place depuis 1 an et demi, ne bénéficie pas d'un système de santé optimal dans son pays et son opposition tente de récupérer la crise pour fragiliser son mandat. À la manière de Donald Trump, Bolsonaro, favorable au traitement avec l'hydroxychloroquine, n'est pas non plus très convaincu par l'action de l'Organisation mondiale de la santé, qui a montré surtout des failles pendant la pandémie. Il a également menacé de retirer ses contributions financières, mais quoi qu'il en soit, le Brésil ne communique plus depuis 48 heures sur les statistiques publiques. Toutefois, tout indique que la progression va se poursuivre encore pour un certain temps. Une situation difficile au regard de la santé économique du pays pour qui le confinement est également particulièrement risqué. Dans le même temps, le pays semble avoir des difficultés à tester la population répartie sur de grands territoires. La situation en Amérique du Sud pourrait donc être plus difficile qu'en Europe, où la pandémie s'est répandue alors que l'hiver était déjà bien entamé. Et à présent, on passe à l'actualité en bref, c'est avec Olivier Frère-Jacques. Du vin au gel hydroalcoolique. Des vignobles de France, de l'Alsace au Tarn doivent se résigner à transformer leur surplus de vin non vendu en alcool afin d'en faire du gel hydroalcoolique. Depuis maintenant plus de 3 mois, les livraisons vers les professionnels de la restauration sont nulles et à l'approche des vendanges, les caves vont se retrouver pleines à craquer. Les débouchés commerciaux liés à l'export ont évidemment aussi été à l'arrêt. Avec l'autorisation de Bruxelles et de l'État, des distillateurs agréés pourront ainsi récolter du vin à la demande des producteurs pour cette distillation de crise, une opération à perte pour les exploitations, mais qui pourrait permettre d'éviter quelques faits. En tout, c'est la transformation de 200 millions de litres de vin en gel qui a été autorisée en France. Pour l'ensemble du territoire, certains observateurs évaluent à 100 000 le nombre d'emplois menacés dans le secteur viticole. Des masques plein la mer, le monde d'après la crise sanitaire ne sera pas plus propre que celui d'avant. Alors que pour l'UNESCO, mardi est la journée mondiale de l'océan, ces océans et mers voient affluer depuis plusieurs semaines des millions de masques créés à l'occasion de la crise sanitaire du coronavirus. Ceux-ci, en se décomposant, forment des microplastiques assez petits pour être consommés par les poissons que nous finirons par manger. Le gouvernement français, de son côté, va augmenter le montant des amendes pour abandon des déchets, portant celle-ci à 135 €. Plus de 10 000 visons abattus aux Pays-Bas, le royaume batave s'est résolu à éliminer plusieurs milliers de ces petites bêtes de la famille des Mustelidae, suspectées de transmettre le Covid-19. Les autorités ont démarré samedi avec 1500 visons tués au monoxyde de carbone et 9 autres élevages suivront dans la semaine en réaction à une enquête ayant établi que 2 employés d'élevage avaient très probablement contracté le Covid-19 au contact des visons. Ces cas constituent par ailleurs, selon l'OMS, les 2 premiers cas plausibles de transmission du nouveau coronavirus de l'animal vers l'homme. Alors que la Cour suprême des Pays-Bas avait ordonné en 2016 la fermeture des élevages de visons d'ici 2024, la crise sanitaire pourrait ainsi provoquer une fermeture anticipée de plusieurs de ces établissements. Kessel, encore plus pour l'éternité. L'écrivain Joseph Kessel, auteur d'une œuvre aussi dense que passionnante, entre dans les éditions de la Pléiade. Membre de l'Académie française, il avait composé avec son neveu Maurice Druon le chant des partisans. Écrivain prolixe, auteur notamment de la série Le Tour du Malheur, il avait aussi su s'illustrer à travers son œuvre cinématographique. Aventurier, journaliste et aviateur, Joseph Kessel était mort en 1979 à l'âge de 81 ans. Le démontage de l'échafaudage de la cathédrale Notre-Dame de Paris a démarré ce lundi, un peu plus d'1 an après l'incendie ayant ravagé l'édifice en avril 2019. L'échafaudage déformé par les flammes sera enlevé tout au long de l'été. Il est constitué de 40 000 pièces et pèse plus de 200 tonnes, dont la moitié se trouve à plus de 40 mètres de haut. Un chantier périlleux, indispensable pour poursuivre la rénovation, est mené par 2 équipes de 5 cordistes qui se relayeront pour descendre au plus près des parties calcinées pour découper les tubes métalliques fondus les uns sur les autres à l'aide de 6 sabres. La contamination au plomb puis la crise sanitaire ont retardé cette première phase des travaux que le président Macron disait vouloir achever en 5 ans.
Dans les rues de la capitale, Parisiens, Français de passage et touristes semblent satisfaits de la reprise des travaux. C'est une très bonne nouvelle, qu'on puisse voir les grues fonctionner. On voit tous ces gens qui travaillent, c'est très bien. On va enfin enlever l'échafaudage central qui a brûlé. Et puis, on va refaire une belle cathédrale. Moi, j'habite le quartier depuis très longtemps. Pour moi, ça représente tout. Voilà, je pourrais pas. J'ai assisté à l'incendie. Ça a été vraiment terrible. Et je trouve que là, c'est plein d'espoir. C'est un monument français absolument magnifique. Et il faut qu'on puisse le remettre au goût du jour et puis que les travaux soient finis, quoi. Et moi j'habite le quartier, donc j'ai vu Notre-Dame brûler. Donc j'avoue que c'était très, très dur en tant qu'habitant. Et pour moi c'est la continuité des travaux de consolidation. Donc on sait que ça va durer au moins 4 mois pour démonter l'échafaudage brûlé et que la vraie restauration ne pourra pas commencer avant 2021. Moi je suis français et puis j'aime l'art, donc c'est une bonne chose. Maintenant il faut voir si ça va bien être fait dans les normes, avec les sécurités, et puis combien d'années. Emmanuel Macron avait promis de reconstruire en 5 ans Notre-Dame. Est-ce que vous pensez qu'il pourra tenir cette promesse ? Très honnêtement, avec les petits soucis qu'on a eu dernièrement, avec tout ce qui est Covid et tout ça, je pense que l'échéance va être un petit peu compliquée à tenir pour 5 ans. Mais... Écoutez, moi je discute assez souvent avec des chefs d'équipe. Ils disent que non, ils disent qu'on pourra peut-être rentrer dans l'église avec des parties interdites, mais que les travaux, il y en a pour 10 ans. Moi, je crois qu'on peut la reconstruire en 5 ans. Alors, bon, on a quand même pris un peu de retard avec le confinement, mais qu'est-ce que c'est 3 mois ? Qu'est-ce que c'est 3 mois sur 5 ans ? Et puis, si c'est pas tout à fait terminé, en 5 ans, est-ce que c'est grave ? Je pense que c'est idiot. Pourquoi ? Parce qu'ils ont mis 50 ans à le construire. Et de toute façon, le reconstruire sur des bases avec du matériau qui n'est pas sec, n'importe qui vous dira que c'est idiot. Il en a parlé le premier jour sans savoir. Alors, personne n'est capable de dire combien de temps ça va durer, parce que quand on va démonter les échafaudages brûlés, ça risque de faire tomber des pierres de la voûte. C'est pas encore complètement gagné, quoi. Et voilà, on approche déjà de la fin de cette édition. Dans un instant, retrouvez un nouveau numéro des Nouveaux Talents. Théo analyse aujourd'hui la gestion de la crise sanitaire. Ce soir, retrouvez Politique Éco. Pierre Bergerot s'entretient avec l'économiste Yves Pérez pour la présentation de son ouvrage « Les vertus du protectionnisme ». Et à présent, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir.